8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Éric Piolle. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes le maire de Grenoble, maire écologiste, et votre ville, elle est tragiquement au cœur de l'attention depuis ce week-end, dimanche matin, la mort de Lilian Dejean, qui était agent municipal de votre ville, qui a été abattu de 2 balles alors qu'il tentait au départ de porter secours après un accident de la route et finalement de retenir celui qui avait provoqué cet accident, qui est d'ailleurs au moment où on se parle toujours en fuite. Oui, toujours en fuite. Et je ne doute pas que la police et la justice mettent tous les efforts pour l'attraper. Je ne doute pas qu'ils l'attraperont bientôt. Il a été identifié, mais donc toujours pas interpellé. Le tueur de cet agent municipal a donc été identifié. On va y revenir dans un instant, mais on sent votre émotion depuis 48 heures d'abord, parce que cet agent municipal est mort dans des circonstances d'un tragique total, voulant porter secours, et parce que vous le connaissiez, agent municipal de votre ville. Oui, vous savez, quand on est maire, nous vivons en permanence avec cette idée qu'il peut se passer quelque chose pour les enfants qui sont dans les écoles, qu'il peut se passer quelque chose de dramatique pour les habitants, qu'il peut se passer quelque chose de dramatique pour nos agents. Nous vivons avec cela, toutes et tous. Quand ça arrive, quand ça bascule, c'est évidemment terrible. Terrible parce que c'est là, en l'occurrence, Lilian, un agent public qui vient porter secours et qui est, comme tous ces agents publics, partout en France, sur le terrain, dans nos vies quotidiennes, pour faire tout ce qui est parfois invisible et qui est tellement utile à la société. Et il le fait en étant citoyen, comme vous pourriez le faire, comme je le fais régulièrement, en se portant le premier parce qu'il est là et qu'il passe, et qu'on ne laisse pas une situation sans venir porter secours. Mais cela arrive, monsieur le maire, dans une ville qui est aussi sous le feu de l'attention parce qu'il y a ces fusillades à répétition, parce qu'il y a eu encore cet été de trop nombreuses fusillades, parce qu'il y en a eu 19 depuis le début de l'année. Est-ce que vous entendez ce qui est dit parfois, y compris sur une forme de responsabilité à ne pas avoir vu monter cette insécurité ? Personne ne peut ne pas voir monter cette insécurité en France. Personne. Mais moi, je ne vous parle pas seulement de la France. Personne, bien sûr. Quand on est maire, on est responsable de sa communauté de vie. Donc évidemment que nous voyons ça. Quand il y a des moments où il y a peu d'événements, on ne se dit pas que c'est une bonne nouvelle. On se dit peut-être que le trafic est en train de s'enquister. Quand il y a des moments de forte intensité, comme cette année, qui ont conduit à un décès, vous l'avez dit, et 19 fusillades entre deals, vous dites que là, peut-être que c'est une bonne nouvelle, comme l'a dit le procureur, parce que ça veut dire que les forces de police bousculent le trafic, mais que les risques sont là. Ils sont là aussi pour les habitants qui sont autour. Et donc, évidemment que tout le monde voit cela. Nous avons signé une tribune avec les élus des grandes villes il y a 1 an de cela. C'était le 25 septembre 2023. 10 ans au gouvernement. Nous ne pouvons pas continuer comme cela, avec cette profusion d'armes, cette profusion de trafic de drogue. Vous me parlez de la France, vous me parlez du gouvernement, mais est-ce que vous, Éric Piolle, vous estimez que votre rapport à la question de l'insécurité, dont vous avez d'ailleurs revendiqué ne pas faire forcément une priorité, parce que pour vous... Pourquoi vous dites ça ? Non, vous n'estimez pas que, par exemple, quand vous aviez ironisé, quand vous avez pris votre mandat sur les caméras de vidéosurveillance, vous n'estimez pas que c'était des signaux quand même envoyés ? Absolument pas. Non. Je pense que n'importe quel élu local, et c'est mon cas, nous sommes pleinement engagés dans la lutte pour la tranquillité de nos habitants et dans la lutte contre l'insécurité. Il n'y a pas de problème particulier à Grenoble ? Il y a un problème, évidemment, à Grenoble, où nous travaillons avec la police, avec la justice, avec le corps préfectoral, pour, sur le terrain, concrètement, voir ce que nous faisons. Mais par exemple, Éric Piolle, quand vous dites, et c'est parmi vos premiers mots, vous constatez que ces gens sont armés, en l'occurrence celui qui a provoqué l'accident et qui a ensuite donc sorti son arme pour tirer à 2 reprises directement dans le thorax donc de Lilian Dejean. Face à eux,
les policiers municipaux, et c'est un choix que vous avez fait, ne sont pas armés. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que vous dites, est-ce que là, est-ce qu'il y a des moments où vous avez des doutes, où vous vous dites peut-être qu'il faudrait mieux qu'ils soient armés, peut-être qu'il aurait mieux fallu des caméras qui auraient peut-être découragé cet homme de fuir, non? Vous arrivez là, d'abord, je trouve beaucoup trop rapidement sur les dimensions polémiques de l'événement. Nous sommes là et je suis personnellement elles dans sont une venues dimension. Tout de suite, c'est-à-dire que. Oui, évidemment, vu, hein. on a vu la fachosphère, on a vu M. Estrosi qui tweet plus vite que son ombre et qui tweet sur les bandeaux des chaînes de Bolloré qui racontent n'importe quoi. Je saisirai d'ailleurs l'Arcom. On ne peut pas laisser comme ça raconter n'importe quoi tout le temps. Il a précisé d'ailleurs effectivement hier, puisque je lui ai fait écouter l'intégralité. On va juste redire de quoi il s'agit. En effet, vous vous êtes exprimé, vous avez été interrogé d'ailleurs sur la question des balles perdues. Ce n'est même pas de vous-même que vous en avez parlé, je précise bien les choses. Et à ce moment-là, vous avez dit que vous aviez, en tant que maire, toujours l'inquiétude de la question des balles perdues, mais qu'il ne s'agissait en l'occurrence pas du tout de cela. Oui. Le mot balles perdues a été repris sur un bandeau. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Christian Estrosi lorsque je lui faisais remarquer qu'il ne s'était attaché qu'à un morceau de votre phrase détachée de son contexte et qu'il avait donc réagi à un bandeau. Vous saisirez donc l'Arcom. Oui. Monsieur Estrosi, c'est pas la première fois. Hein. Vous savez qu'après les attentats de Paris, il avait accusé Anne Hidalgo de n'avoir rien fait sur la sécurité et il avait plastronné en disant qu'à Nice, ça ne pourrait pas arriver grâce à tous les dispositifs qu'il mettait, etc. 6 mois plus tard, nous étions tous à ses côtés, quand Nice a été frappé d'attentats terroristes et que la France a été frappée d'attentats terroristes. Donc il n'a aucune pudeur. Je le laisse à ses travers, mais il n'a aucune pudeur et aucune décence, y compris dans cette période de deuil. Moi, je voudrais revenir sur cette période de deuil, parce que pour tous nos agents, j'étais avec eux dimanche à 14h, j'étais avec eux à la prise de poste à 6h du matin hier. C'est un émoi extraordinaire, parce que Lilian aussi était une personne rayonnante, militant CGT, engagé, toujours prêt dans le service public, en dialogue avec nous, en dialogue avec moi. Et que ça frappe partout en France. Il y a eu des minutes de silence partout en France parce que tout le monde peut se projeter dans ces agents publics-là. Revenons maintenant sur vos 2 points que vous soulignez et qui sont pertinents et que j'entends. Hein. Vous savez quoi, Éric Piolle? Il y a la question, et je vais y revenir, d'armée ou non, la police, il y a la question des vidéosurveillances, mais il y a la question aussi des habitants. Et au fond, vous avez raison, sortons de la politique, écoutons les habitants de votre ville. Ils sont nombreux à s'être exprimés depuis hier. Ça fait mal, ça fait peur. Là, ça devient pire à pire. Ça craint. Moi, ça me fait peur. Ces bandits qui sont armés mieux que notre police. On se croirait à Chicago. Parce que là, si vous voulez, on peut aller se promener, vous allez voir les dealers, il n'y en a pas mal. Mais il faut qu'ils fassent le nécessaire de notre maire. Et là, c'est pas le cas. Il faut punir. C'est pas les politiques, ça. C'est vos administrés. Oui, mais mes administrés, d'abord, vous pourrez noter qu'ils votent massivement pour nous. Tout à fait, vous avez été réélu. Donc, voilà, il faut quand même dire qu'ils suivent le cap que nous proposons. Et sur ces 2 dimensions que vous soulignez, l'armement de la police municipale et la question des caméras de vidéosurveillance. Vidéosurveillance, nous en avons 118 à Grenoble. Au kilomètre carré, c'est bien plus que dans beaucoup d'autres villes. Donc, c'est l'occasion aussi de tordre le cou, peut-être à certaines rumeurs, fake news qui... C'est vous qui aviez dit, quand vous êtes arrivé... Non, moi j'avais dit que ça n'est pas la solution. Oui, mais ça, c'était une blague, je vous rappelle. C'était une blague pour dire qu'effectivement, nous ne pensons pas, et je ne pense pas, et je ne pense toujours pas, que mettre une caméra derrière chaque citoyen fera avancer les choses. Je pense que notre sécurité ne peut pas se faire au détriment de notre liberté. Et je pense que nous devons utiliser les outils qui sont à notre disposition, mais que le premier outil, c'est un outil humain. En l'occurrence, ça s'est passé sous des caméras de vidéosurveillance. Au regard de l'intensification de ces fusillades, d'ailleurs, le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, dit même « Je n'ai jamais vu ça depuis ma prise de poste à Grenoble il y a 5 ans, des fusillades tous les 2 ou 3 jours pendant presque un mois. » Il disait ça à la fin de l'été. C'est une guerre des gangs intense. Est-ce qu'au regard de cette nouvelle réalité, vous voulez revenir éventuellement sur la question de l'armement de la police municipale? Non, je suis employeur. J'ai travaillé avec eux. Vous vous dites pas la situation a changé, il faut peut-être s'adapter? Non, je crois que la police municipale, elle est là pour la tranquillité publique des habitants. Elle travaille en coopération avec la police nationale. Nous avons une convention de coopération. Nous faisons des réunions
tous les mois dans chaque secteur sur la prévention et la sécurité de la délinquance. Nous faisons ce travail-là de terrain. Et moi, en tant qu'employeur, je considère que armer d'armes à feu notre police municipale, c'est les exposer à la fois à des missions qui ne sont pas les leurs et à des risques que je ne suis pas prêt à prendre pour eux. Ils peuvent avoir, certains, une conviction différente. J'ai fait 1 an de travail avec eux pour arriver à cette conclusion, parce que ça se travaille, ça se réfléchit. Mais lorsque vous constatez que le suspect identifié, mais donc toujours pas arrêté, il s'agit donc de Abdoul D, 25 ans, connu des services de police, déjà condamné pour vol, violence, trafic de drogue. Il a fait plusieurs séjours en prison. Et le Dauphiné libéré révèle ce matin qu'il avait été condamné notamment à une interdiction de port d'armes jusqu'en 2028. Or, toute interdiction de port d'armes à laquelle il était condamné, il avait cette arme avec lui, il l'a sortie, il a tiré 2 coups. Est-ce que, honnêtement, dans cette situation où même des hommes interdits de port d'armes en ont, il ne faut pas à un moment se poser quand même la question ? Vous proposez d'armer nos agents de la propreté ? Je propose rien du tout. Je m'étonne que la décision que vous avez prise il y a donc 10 ans, dans une situation que le procureur de la République lui-même... J'ai refait ce travail-là en 2017-2018, donc vous voyez, c'est encore... Le procureur de la République lui-même dit qu'il n'a jamais vu une situation telle que celle que l'on connaît ces tout derniers mois à Grenoble. Ces tout derniers mois, oui. Et nous avons vécu des périodes de calme qui n'étaient pas très réjouissantes non plus, parce qu'on ne se disait pas, c'est pas parce que le calme est là que le trafic recule. Est-ce que vous diriez, Éric Piolle, qu'aujourd'hui, il y a un problème d'insécurité à Grenoble ? Oui, tout le monde le sait, c'est factuel. Mais là aussi, revenons sur les choses factuelles, puisque vous allez là-dessus. Sur les homicides, nous sommes en deçà de la moyenne nationale. Sur les homicides, nous sommes 30% en dessous des Alpes-Maritimes, par exemple, du département de M. Estrosi. Donc, prenons un peu de recul. Nous faisions la semaine dernière le bilan de l'été, justement, avec le directeur de la police, puis avec le préfet, en nous disant que cet été, il y avait ces épisodes extrêmement chauds intra-deal avec ces fusillades, et que pour le reste, nous avions au contraire passé un été avec très peu de délinquance, avec beaucoup de travail avec les jeunes, avec des jeunes qui étaient en tension de quartier entre eux et que nous avions réussi à faire partir ensemble en séjour, accompagnés par des éducateurs spécialisés, accompagnés par des médiateurs. Et donc, au contraire, nous voyons la richesse de ce que nous proposons à la jeunesse. Ça, nous voyons cette ambition-là. Vous avez mis en place des comités locaux de prévention de la délinquance. Ça, ils se tiennent. Voilà. Dans chaque secteur, on parle de situations concrètes, de tel jeune qui est en situation, qui est en train de se faire décrocher du système scolaire. Nous réfléchissons et nous mettons en place là pour que les jeunes qui sont exclus temporairement du collège puissent faire des stages à la police municipale. Nous faisons partir nos jeunes avec des policiers municipaux, avec des agents municipaux, à la fondation du Camp des Milles, pour qu'ils réfléchissent aussi à l'histoire, qu'ils s'imprègnent de tous ces préjugés, ces peurs, cette montée du totalitarisme. Nous faisons tout ce travail-là qui est un travail de fond. Moi, ce que je dis à la société française aujourd'hui, parce que je vois toutes ces fake news qui n'ont aucune pudeur pour une famille dont on voit toute la fierté qu'elle avait à être frère, fils, fille de cet homme extraordinaire, toute cette dignité qui est balayée par tout cela, je leur dis, regardons ce que nous voulons faire ensemble plutôt que plonger dans nos passions les plus morbides. Donc oui, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de pousser l'armement. C'était d'ailleurs dans notre tribune l'année dernière. Nous avons un problème avec la circulation d'armes de guerre, et ça depuis l'explosion du bloc soviétique et des points de conflit en Europe, mais aussi d'armes de poing, on l'a vu là. Et non, nous n'armerons pas les agents de la propreté urbaine. Nous n'armerons pas la population. Personne vous a demandé de. Eh bien oui, mais qui c'est qui se retrouve sur cet accident de la route le premier ? C'est ceux qui sont sur l'espace public. C'est la question peut-être de la crainte de l'autorité. Ça m'est arrivé 3 fois il y a quelques semaines. Si cette personne me retrouvait le premier sur un accident, on ne sait pas. On va là aider, on va au front. C'est cette première ligne, et on ne se dit pas tiens, qu'est-ce qui va se passer ? On y va parce qu'on porte secours. Au-delà de la question des armes, des caméras, il y a des choses aussi apparemment anodines que la question de l'éclairage public. J'ai eu ce matin le témoignage au 32-16 sur RMC de William. William, il travaille à Échirolles, il est agent d'entretien et il travaille du coup très tôt le matin. Il prend son travail à 3h du matin et il dit « Je suis obligé de me promener dans certaines rues de Grenoble avec une lampe frontale sur le front parce qu'on a éteint pour des questions écologiques l'allumage public dans des rues qui sont devenues des coupe-gorge. » Je ne reprends
que ces mots. Il m'a appelé alors qu'il revenait lui-même Ouais, du travail. Vous reprenez des fake news, madame. C'est une fake news ? Oui, parce que nous sommes... Il n'y a plus aucune rue qui soit éteinte ? Nous sommes une des villes, nous avons réfléchi à cela, mais qui a décidé de ne pas faire d'éclairage nocturne. Donc, il n'y a pas d'extinction nocturne. Donc, il n'y a pas d'extinction. Non, il n'y a pas d'extinction nocturne à Grenoble. Nous avons divisé par 2 la consommation d'électricité sur l'éclairage. Nous avons divisé par 5 la pollution lumineuse. Ça se voit maintenant quand vous montez dans les montagnes, vous voyez Grenoble, mais nous n'avons pas baissé l'éclairage des rues et nous n'éteignons pas la nuit. Donc, regardez un peu toutes ces fake news. Il n'y a aucune rue. Non. Il dit qu'ils sont plusieurs et ils ont appelé, il était 6h du matin, il revenait du travail. Oui, écoutez, j'ai fait... Pour vous, il n'y a moi aussi, aucune rue dans laquelle il fait sombre. Il n'y a plus une rue dans laquelle il fait sombre. Mais c'est pas plus, c'est qu'il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu d'extinction nocturne à Grenoble. Jamais. Vous vous rendez compte en fait de tout ce qu'on colporte comme fake news sur n'importe quoi. C'est très important que vous puissiez y répondre. Et honnêtement, oui, tous ceux qui habitent là-bas pourront vérifier. Nous n'allons pas passer. Je suis un leader politique engagé pour essayer de transformer la société. Vous avez l'impression que tout ça c'est politique? C'est pas que politique parce que c'était une espèce de fachosphère, mais il n'y a rien que nous puissions faire de construit si nous continuons à nous répandre dans des fake news en permanence. On va se retrouver bientôt à se retrouver comme aux US avec un quart de la population qui pensera que la Terre est plate. Mais et puis on quand dira, Éric Vaillant, le procureur de la République, vous dit qu'il n'a jamais vu ça depuis sa prise de poste, que c'est devenu quand même non seulement des fusillades tous les 2 ou 3 jours pendant presque un mois, mais une véritable guerre des gangs. Lisez tout ce qu'il dit, le procureur Vaillant. Il dit j'ai quoi? tout lu, j'ai tout écouté. Il dit que quand il était arrivé à Grenoble, il avait s'est dit tiens voilà une ville qui est connue pour être un des spots en France, loin d'être le seul malheureusement, mais où le trafic dépasse juste le cadre local, et nous allons éradiquer cela. Ce qu'il dit maintenant, c'est non, nous allons essayer de bousculer ce trafic pour que les habitants n'aient pas l'impression de se sentir abandonnés et que si possible on arrive à déplacer un peu les trafics pour que les gens... C'est-à-dire quoi? C'est juste pour faire plaisir aux habitants? Non, pas du tout, c'est hyper important ces missions. Moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Mais il n'est pas dans la logique des coups de menton de M. Sarkozy, de M. Valls, M. Darmanin qui disent, ils plastronnent en disant allez, maintenant tolérance zéro, maintenant c'est la fermeté, maintenant c'est vous allez voir ce que vous allez voir, et puis on voit ce qu'on voit. Depuis 2002, Sarkozy, ministre de l'Intérieur, la baisse des effectifs de police, l'arrêt de la police de proximité, tout cela, nous avons vu ce que ça donnait. C'est un échec complet. En termes de santé publique, l'explosion de la consommation de drogue, y compris dans vos milieux médiatiques, y compris dans les cabinets ministériels, y compris au Sénat, on l'a encore vu, partout dans la société française. Il n'y a aucun milieu qui ne soit épargné, effectivement. Le cannabis, la cocaïne, on ne prend pas en compte cette question de santé publique. Moi, je trouve ça flippant. Mais ça veut dire quoi? Le Portugal, ils ont réussi à s'en sortir. Ils avaient été submergés après la révolution des œillets par une vague de consommation de drogue. Et comment ils s'en sont sortis pour vous? En traitant la question sur le plan de la santé. Si des gens se droguent, ça veut dire qu'ils ont un problème de santé qui est lié à la performance qui est exigée dans leur travail, qui est lié à leur santé mentale, mais en tout cas en anglant le fait que se droguer, ça n'est pas neutre. Que ce soit avec des médicaments légaux ou avec du cannabis. Pour vous, c'est plus un problème de santé qu'un problème de sécurité? Ben non, parce que c'est un échec aussi en matière de sécurité. Tous ces coups de menton, vous vous rappelez de Sarkozy, de Valls, on fait quoi maintenant? Eh ben, nous avons proposé, nous, maires de grandes villes, des solutions là qui ont été d'ailleurs assez largement reprises dans le rapport parlementaire sorti en janvier dernier sur le narcotrafic au Sénat, en disant attaquons-nous à la question de la santé, attaquons-nous à la question du patrimoine des gros bonnets de la drogue, parce que ça s'internationalise et maintenant les gros bonnets sont à l'extérieur. Les gros bonnets, mais aussi les petits, parce que par exemple le procureur voulait que l'on tienne compte des revenus illicites de la drogue, intégrés dans les revenus sociaux, pour pouvoir aussi expulser ceux qui bénéficient de logements sociaux, alors qu'en réalité il y a leurs revenus officiels et il y a leurs revenus officieux qui devraient être pris en compte. Est-ce que vous y êtes favorable? Ça commence à être effectivement intégré dans certains revenus parfois, et ça marche. Je rappelle quand même que c'est le président Macron qui a décidé d'intégrer le trafic de drogue dans le PIB français. Ça devrait nous faire réfléchir quand même. Quand le président de la République dit OK, bon en fait, non, c'est un bon business, 4 milliards, ça fait partie de la croissance française. Peut-être que nous avons un léger problème quand on est en échec. Vous êtes pour la légalisation des revenus du cannabis, de la vente du cannabis? Je suis effectivement, moi j'ai jamais fumé, je me suis jamais drogué. Donc je suis arrivé, j'étais citoyen avant de m'engager contre la légalisation. J'ai regardé en étant élu, finalement c'est quoi une politique publique en matière de lutte contre la drogue, en matière de lutte contre les addictions.
Et je suis devenu, effectivement, en lisant les rapports de tous ceux qui ont échoué aux États-Unis dans les années 80 et 90, et qui fait que maintenant aux États-Unis, on légalise, en lisant ce qui s'est passé au Portugal et comment ils s'en sont sortis, en lisant les rapports des anciens ministres de l'Intérieur français qui disent, une fois qu'ils sont passés, pour ceux qui sont lucides... Qui n'osent pas le dire voilà. quand ils sont en poste, mais qui disent après. Ah, finalement, en fait, on s'est gaufré, c'est pas ça qu'il faut faire. Moi, je dis juste qu'une politique qui est en échec sur le plan de la santé, qui est en échec sur le plan de la sécurité, qui est en échec sur le plan aussi de l'utilisation de nos moyens, l'image de nos policiers qu'on envoie écoper la mer à la petite cuillère, mais ils en ont marre aussi de côtoyer des chauffeurs qui surveillent le trafic de drogue dont ils ne peuvent rien faire, de faire des opérations place nette. Je fais des stages d'immersion. J'ai passé 3 semaines à être là à la propreté urbaine dans une ville limitrophe de Grenoble avec des vous-même, des vous, quartiers. Éric Piolle. Voilà, j'ai fait ça aussi dans un EHPAD, j'ai fait ça dans une crèche. Bon, je fais 3 semaines à temps complet pour partager le quotidien des travailleurs de première ligne et pour sentir de façon plus corporelle, C'est la fin physique. de cette interview. Oui. Je fais ça. J'ai vu les opérations Place Nette le lendemain matin à 7h lors de notre prise de poste. Ils étaient Tout le monde repartis. était là. Il y avait 10 intérims qui étaient passés par là. Quand on est en échec en matière de santé, de sécurité et d'utilisation de nos moyens de police et de force de l'ordre et de gardiens de la paix, il faut changer de politique. Il n'y a pas de secret. C'est pas ça qui nous ramènera, Lilian, et je veux conclure là-dessus parce que j'ai vraiment une pensée pour tous les agents publics qui sont sur le terrain partout en France. Ils sont là pour mener des tâches qui sont souvent invisibles et qui sont essentielles à la société. Merci Éric Piolle, maire de Grenoble. Et je précise, parce que mon équipe a vérifié, qu'effectivement l'éclairage n'est pas coupé, mais il est réduit dans certains quartiers de votre ville. Juste pour que les choses soient précises et factuelles après les déclarations de William ce matin. Il est réduit. En termes de luminosité, vous pouvez Voilà. venir avec moi, vous ne le verrez pas. Merci beaucoup Éric Piolle.